Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vais ici vous parler de l'approche de Tati Lowers. C'est une personne qui a étudié la nutrition depuis plusieurs années, qui a sorti de nombreux livres sur différentes thématiques. Et moi, ici, j'ai terminé la formation et donc je vais vous partager un petit peu cette approche qui est très très parlante pour de nombreuses personnes. Ça permet de faire un peu le tri dans tout ce qui est dit aujourd'hui dans ce domaine et ça permet vraiment de s'y retrouver et de se trouver son propre régime, si je peux dire, son propre cadre alimentaire dans lequel on peut vraiment consommer ce qui nous convient de manière personnelle parce qu'on a tous des besoins différents en fait. Et voilà, il suffit de discuter un petit peu avec les gens et très vite on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes capacités à digérer, on n'a pas le même confort de digestion pour différents repas, pour différents aliments, que ce soit cru ou cuit. On a tous des facultés un peu différentes. Et donc cette approche ici, elle permet vraiment, via des questionnaires, d'analyser un peu tout ça et de faire un peu le tri. Donc ici, je vais simplement vous passer en revue quelques extraits de cette formation. Donc en fait, ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il y a une multitude d'approches différentes en nutrition. Ça, je pense que tout le monde le sait. On essaie de transmettre chaque fois des approches différentes, mais il faut savoir que voilà, ce n'est pas pour tout le monde au même moment. On n'a pas tous les mêmes possibilités de digérer tel aliment à tel moment. Il y a des choses qui vont mieux passer par exemple en hiver plutôt qu'en été et vice-versa. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, à écouter nos ressentis pour voir, ah, est-ce que j'ai un coup de pompe après mon repas ou est-ce que la digestion se passe bien, est-ce que j'ai des symptômes, des boutons, des rougeurs, enfin il y a beaucoup de choses. C'est à ça que servent les différents questionnaires aussi, c'est de pouvoir faire un peu l'état des lieux. Et donc ici, voilà, on dit que effectivement l'alimentation est très souvent le siège d'une accumulation de croyances. Voilà, c'est souvent les gens ont des croyances par rapport à la nutrition, mais au final, elles ne sont pas forcément fondées. Et voilà, c'est vraiment important d'aller creuser pour voir vraiment ce qu'on a, ce qu'on croit. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on a entendu, mais dont on n'a pas la preuve. Voilà. Donc ici, par exemple, on a le critère scientifique. Donc déjà savoir, est-ce que des études ont été menées pour valider une donnée? Est-ce qu'il y a eu plusieurs études qui ont confirmé la même chose? Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Ensuite, on a l'historique. Est-ce qu'il y a une prise en compte de l'historique de la personne? Parce que voilà, il y a des personnes qui ont eu des maladies, qui ont eu des soucis génétiques, ça peut évidemment influencer les résultats. Et alors le terrain, est-ce que de manière durable, est-ce qu'il y a une adaptation, une amélioration générale par rapport à l'état de la personne? Est-ce que sur le long terme, est-ce qu'il a vraiment eu une grande différence? Et donc voilà, c'est toujours, peu importe les théories que l'on peut entendre sur la nutrition, chacun a son approche, parce que en fait, chaque personne qui trouve le régime qui lui convient va vanter ce mode alimentaire, mais c'est pas pour ça qu'il est compatible pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Après, voilà, la meilleure solution, si vous souhaitez un petit peu faire des recherches par vous-même, c'est d'expérimenter. Vous testez un mode alimentaire pendant 2-3 semaines et vous allez assez vite sentir si cela vous fait du bien ou pas. C'est souvent sur le long terme qu'on peut vraiment dire si c'est le cas. Alors on a aussi des idées reçues assez générales en nutrition. Je vais vous en citer quelques exemples. Par exemple, on dit souvent qu'il faut boire beaucoup d'eau, alors que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, on m'a toujours dit de boire beaucoup d'eau, alors que je n'ai jamais été un grand buveur. Je sens vraiment la soif quand je transpire, quand je fais du sport, quand je suis dans un environnement où l'air est sec, mais ou quand je mange quelque chose de trop salé. Là, je sens que j'ai vraiment soif. Mais en dehors du temps de ça, je n'ai pas vraiment la sensation de soif. Et d'autant plus que je consomme aussi des aliments qui contiennent de l'eau.
ça joue aussi. Donc si vous consommez des crudités, des fruits, vous avez un apport d'eau avec les minéraux qui vont avec, qui est beaucoup plus assimilable en plus que de l'eau en bouteille. Mais voilà, ça va jouer aussi sur la quantité de liquide. Parce qu'effectivement, une personne qui va se forcer à boire beaucoup d'eau, ça peut aussi créer de l'épuisement. Ici, par exemple, on dit que si on urine plus de 5 fois par jour et que les urines sont claires, c'est que l'on boit trop. Du coup, les reins travaillent pour rien, ainsi que le cœur, et du coup, on se vide de nos minéraux. Parce qu'il faut savoir que le sang doit maintenir un équilibre. S'il y a trop de liquide dans le sang, cela va diluer les minéraux. Et du coup, eh bien, si on dilue les minéraux, ils vont être évacués aussi en même temps que l'eau, qui est en surplus dans la circulation. Voilà. Après, c'est encore une fois selon chacun. C'est vraiment, voilà. En fonction du profil, on va pouvoir un petit peu établir tout ça. Alors, on parle aussi de devoir consommer beaucoup de fibres, mais il faut savoir que l'utilité des fibres dépend aussi du terrain de la personne. Ce n'est pas forcément le besoin essentiel pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont tout de suite se constiper en consommant beaucoup de fibres. C'est principalement les personnes qui sont fragiles des intestins. Donc, il faut d'abord travailler là-dessus avant de consommer plus de fibres. Donc, les fibres, c'est quoi? C'est ce que l'on trouve dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales, dans les légumineuses, à peu près dans tous les aliments naturels en fait. Les fibres ne sont pas directement digérées, mais elles permettent vraiment à nourrir nos bactéries, nos flores intestinales et à favoriser un bon transit. Mais voilà, tout le monde n'est pas capable de bien les tolérer. Alors on parle aussi de la viande, ça c'est un grand sujet pour le moment. Ben voilà, il faut quand même aussi savoir que au niveau de la viande, c'est un peu aussi en fonction des personnes. Certaines personnes sont tellement épuisées qu'elles ne savent pas bien métaboliser les nutriments que l'on trouve dans les légumes, dans les noix, etc. Bref, dans les végétaux. Et pour ces personnes-là, le fait de consommer de la viande, ben, ça va les aider à assimiler aussi les nutriments qui viennent des végétaux, que les animaux ont digérés avant, qui se trouvent dans la viande du coup. Et voilà, il y a des personnes qui vont mieux assimiler les micronutriments de cette manière-là. Maintenant, on peut aussi faire germer les végétaux pour avoir une meilleure digestion, une meilleure assimilation. Et voilà, après, il y a des personnes qui surréagissent à la viande, donc directement, il y a des problèmes de constipation, des problèmes de ballonnement, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes à qui ça va leur faire du tort de consommer de la viande et d'autres du bien, de l'énergie et du bien-être. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, la viande, je l'ai arrêtée pendant plusieurs mois et puis il y avait toujours des occasions qui me permettaient qui m'en proposaient en fait. Donc, j'en consommais de temps en temps et je sentais vraiment une différence, un regain d'énergie, un peu de nervosité, mais rien d'extravagant. Et donc oui, je devais quand même admettre que parfois ça me faisait du bien. Et donc j'ai compris avec le temps que, en tout cas pour moi, qu'un peu de produits animaux me faisait du bien, mais c'est pas tous les jours le cas. Il y a des jours où ça me fait du tort et où je regrette d'en avoir consommé. Il y a des jours où ça me fait du bien. Et encore une fois, c'est une question de quantité et de qualité. Voilà. Il ne s'agit pas d'en manger beaucoup tous les jours, plusieurs fois par jour. En général, j'en mange 1 ou 2 fois par semaine, en quantité correcte et en qualité. Donc ça joue beaucoup évidemment, c'est évident. Donc moi je préfère vraiment choisir des aliments qui ne sont pas transformés comme les boulettes, les saucisses, ce genre de charcuterie, ça c'est pour moi c'est des choses qui sont à éviter. Mais voilà, si je dois consommer de la viande, je vais choisir des produits bruts, non transformés, purs, locaux, bio, etc. Après voilà, c'est un avis personnel. Et moi je préfère ne pas me ranger dans une case qui s'appelle vegan ou végétarien ou je vois pas l'intérêt de se ranger dans une case parce que nos besoins varient en fonction du temps, en fonction de notre mode de vie, en fonction des saisons. Et c'est compliqué de se ranger à 100% dans une case. Et au final, on n'est pas obligé de le faire. Je pense que le mieux, c'est de s'écouter et de faire ce qui nous plaît. Je pense qu'on est arrivé à un extrême où on a tendance à consommer trop de tout et surtout de mauvaise qualité. Et du coup, on est un peu perdu et on ne sait plus trop quoi faire. Et beaucoup de gens s'interdisent complètement les choses alors qu'en fait, il suffit de les réduire
d'augmenter la qualité, et, et ça suffit. On n'a pas besoin de passer à du 100% ou à du 0%. Voilà, c'est toujours... Alors les produits laitiers, ça c'est aussi quelque chose que j'avais banni depuis un certain moment. C'est une des premières choses que j'ai retirées de mon alimentation parce que j'ai assez vite compris que c'était néfaste et que ça me donnait de l'acné et que ça me donnait mal au ventre et tout, et toute autre chose. Mais voilà, en fait, j'ai compris avec l'expérience que si je consomme de temps en temps des produits laitiers de manière occasionnelle, mais de qualité encore une fois, c'est quoi de qualité? Eh bien, ce sont des produits qui sont à base de lait cru. Normalement, il n'y a pas de lactose parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas transformé, c'est pas chauffé, c'est pas, ça conserve encore les enzymes et les bactéries bénéfiques. Voilà, encore une fois, les avis sont partagés au sujet des produits laitiers. Je suis pas encore tout à fait, j'ai pas tranché vraiment le sujet. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a vraiment des gens qui se sont ressourcés en remangeant du beurre de lait cru, par exemple. J'en connais, donc j'y crois. Je pense que ça peut fonctionner. Après, voilà, c'est à tester. Moi, personnellement, il m'est arrivé d'en consommer de temps en temps et je n'ai eu aucun souci digestif, aucun effet négatif. Et voilà, donc je préfère en consommer de temps en temps pour garder la possibilité de digérer ce genre de produit. Parce que quand on se l'interdit à 100% et qu'un jour on vous propose un dessert que vous n'osez pas dire non et que vous consommez et que vous avez mal au ventre pendant 2 jours, voilà. Mais le fait de reconsommer des produits à base de lait cru de temps en temps, de qualité, j'ai l'impression que ça m'a renforcé et ça me permet de digérer plus facilement les petits écarts occasionnels. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Voilà, je peux très bien m'en passer sans aucun souci. Je n'ai jamais été un grand fan de fromage et de lait. Et il y a beaucoup d'alternatives maintenant. Mais voilà, en fonction des profils qui seront analysés, peut-être que c'est des choses qui vont être proposées. Mais il est clair que lorsqu'on retire les produits laitiers, dans un premier temps, on ressent énormément de bénéfices. Après, c'est toujours sur le long terme qu'il faut voir si c'est vraiment la bonne chose à faire ou pas. Mais je pense que de manière générale, on peut s'en passer. Il y a suffisamment d'alternatives aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager ce point de vue-là. Alors, il y a aussi le gluten, effectivement. Le gluten est un gros problème aussi. Ben, visiblement, il y a un petit pourcentage de la population sur laquelle le gluten aurait des effets positifs. J'ai un peu du mal à y croire, mais voilà, c'est apparemment le cas pour certaines personnes. Euh, Maintenant, personnellement, le gluten, je l'évite un maximum. Si je dois en consommer, encore une fois, je vais choisir la qualité et en petite quantité. Par exemple, je vais de temps en temps, je vais me consommer une tranche ou deux de pain au levain. Il contient du gluten, mais c'est du pain au levain, du coup il est beaucoup plus digeste. J'ai beaucoup moins de soucis, je n'en ai pas en fait, sauf si j'en consomme de trop, et trop souvent. Mais voilà, moi je fonctionne vraiment comme ça, je préfère toucher un peu à tout, mais en qualité et en quantité raisonnable. Et voilà. Mais encore une fois, ici on a beaucoup d'alternatives maintenant. Alors pour rappel, pour vous donner quelques exemples, le sans gluten, c'est par exemple le riz, le maïs, le quinoa, le millet, le sarrasin, l'avoine, parce que l'avoine contient une autre forme de gluten qui ne pose pas souci, euh, par exemple, aux personnes cœliaques. On a aussi le sorgho et le teff qui sont moins connus, mais pourtant de bonnes sources. On a aussi la patate douce qui peut remplacer en termes de sans gluten, et encore d'autres exemples évidemment. Ce qui contient principalement du gluten, c'est évidemment le blé, le froment, le seigle, l'orge, l'épeautre, le petit épeautre, le kamut. Voilà. Après, voilà, il y a gluten, il n'y a pas gluten, mais il y a aussi la qualité. Si vous prenez des blés anciens qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas OGM, qui n'ont pas été pulvérisés de pesticides, ça va déjà être différent. Donc voilà, c'est encore des choses à analyser. Autre petit point ici, c'est la lipidophobie, donc c'est-à-dire les lipides, donc les personnes qui veulent éviter le gras. C'est quelque chose d'assez fréquent en fait chez les personnes qui veulent perdre du poids. Tout de suite, elles s'interdisent le gras, y compris les bons gras. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a des bons et des mauvais gras. Je pense que pas mal de personnes en ont conscience aujourd'hui. C'est pas toujours évident de faire le tri. Alors il y a
Pour faire simple, il y a des acides gras saturés, des graisses saturées et des graisses insaturées, dans lesquelles on a les oméga 3, les oméga 6, on a aussi les oméga 9. Donc en fait, pour faire une synthèse, les huiles, je parle des huiles, mais les graisses, on va dire, sont essentielles pour la sensation de satiété. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment, à un moment donné, vous sentez que vous avez assez consommé, vous avez assez mangé, ça permet d'avoir ce repère, ça permet de contrôler la glycémie, ça permet d'avoir un équilibre au niveau hormonal, ça permet de construire les membranes cellulaires, ça permet la communication intercellulaire, ça permet d'aider le système immunitaire, ça permet de faire fonctionner notre cerveau, qui est composé d'environ 60% de graisse. Ça permet aussi d'être utilisé pour la gaine de myéline qui entoure les neurones. Là aussi, on retrouve 70 à 80% de graisse. C'est aussi utilisé pour diverses fonctions digestives et la protection de l'intestin. Ça permet aussi l'assimilation correcte des vitamines liposolubles. Donc en fait, on a des vitamines qui s'assimilent uniquement en présence de gras. C'est le cas pour la vitamine A, D, E, K. Donc si vous prenez de la vitamine D pendant l'hiver pour combler le manque de rayons du soleil, si vous ne les prenez pas, si elles ne sont pas en présence de gras, eh bien ça va pas vraiment être bien assimilé. Et donc le gras permet aussi de mieux résister aux infections et de se protéger contre diverses maladies et cancers. Bon, au final, le gras fait partie des macronutriments essentiels, tout comme les protéines et les glucides. Encore une fois, on a tendance à généraliser, à bloquer certaines catégories d'aliments, alors qu'en fait, on a besoin de tout. C'est juste une question de qualité et de quantité. Et donc, pour faire l'explication inverse, le manque de graisse peut créer la frilosité des mains, des pieds, de tout le corps. Ça peut créer la peau sèche, ça peut créer des cheveux fins et cassants, des ongles souples, des muqueuses fragiles, des infections ORL, urinaires, des ballonnements, des constipations, des cycles irréguliers, des stérilités, syndrome prémenstruel, fatigue permanente, perte de mémoire, migraine, troubles cognitifs, etc. Donc vous voyez, les acides gras sont vraiment essentiels à la santé. Et j'ai bien pris conscience durant mon cours que j'en consommais pas mal déjà par rapport à d'autres personnes, mais à mon avis pas encore assez. Donc j'ai un petit peu augmenté ça. Et voilà, donc c'est quand même, une fois qu'on prend des graisses de qualité, je peux vous dire que votre bien-être va tout de suite être augmenté. Vous allez vraiment réduire pas mal de soucis à ce niveau-là, rien qu'en changeant l'apport de bons gras. C'est vraiment quelque chose à optimiser pour tout le monde et je pense que beaucoup de gens sont un peu perdus à ce niveau-là, ce qui est un peu compréhensible aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour l'instant, mais il faut savoir que les mauvais gras surtout à éviter, c'est ceux qui ont été chauffés excessivement, désodorisés et qui comprennent des additifs, des conservateurs, des pesticides, qui ont été raffinés, qui ont été modifiés. Par exemple, dans les biscuits, vous avez des huiles dedans, en général de maïs, de tournesol, des huiles qui sont très abordables au niveau des prix, donc les industriels en raffolent. Maintenant, le problème, ce sont des huiles qui ont été hyper chauffées, et donc elles sont trans. Ce sont des acides gras trans. Ils ne sont plus naturels, ils ont été modifiés par la température, et du coup, ça vous crée plus de tort que de bien. Alors, je parle des biscuits, mais il y en a dans les chips, il y en a dans les plats préparés. Tout ce qui est industriel, transformé en général, c'est présent. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques idées aussi, quand on consomme trop de mauvais gras, principalement les gras transformés, alors on augmente le mauvais cholestérol, le LDL, et forcément on diminue le bon cholestérol, le HDL. On augmente aussi les triglycérides. Donc les triglycérides, ce sont les mauvais gras qui vont se stocker dans le tissu adipeux et qui vont vous créer forcément de la graisse au niveau du ventre, au niveau des hanches, etc. Ça va aussi perturber le métabolisme des acides gras essentiels, donc on va moins assimiler les bons gras. Ça va créer des troubles hormonaux, ça va créer des maladies cardiovasculaires, ça peut favoriser le diabète, la dépression, divers cancers et créer des troubles de la reproduction.
etc., etc. Retenez simplement ici que, voilà, au niveau des acides gras, ce sont principalement les trans qui sont néfastes. On parle souvent des graisses saturées qui sont mauvaises, mais ce n'est pas forcément le cas. Si elles sont de bonne qualité, naturelles, elles peuvent quand même être bénéfiques à la santé. Le tout, c'est la quantité et la qualité, je reviens toujours là-dessus. Pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, au niveau des huiles, par exemple, si vous devez choisir des huiles dans votre cuisine, la meilleure chose à faire, c'est de prendre de l'huile d'olive, éviter de la chauffer de trop, elle ne doit absolument pas fumer. Alors l'huile d'olive bio, première pression à froid, naturelle, etc. De préférence. Pour vos plats qui ne sont pas chauffés, vous pouvez utiliser l'huile de colza qui contient à peu près tous les oméga 6, oméga 3, des bonnes proportions naturellement. C'est une huile qui ne doit pas être chauffée, donc l'idéal c'est de l'ajouter dans vos plats froids ou de l'ajouter en fin de cuisson dans votre assiette directement. J'utilise aussi l'huile de coco pour alterner aussi mes sources, principalement pour réchauffer des plats, faire des wok, etc. L'huile de coco, encore une fois, essayez de prendre de l'huile qui n'est pas désodorisée et qui est 100% naturelle. Certes, elle a un petit goût de coco qui ne va pas forcément se mêler à toutes vos préparations, mais voilà, ça c'est à adapter en fonction. Et non. On a aussi les régimes drainants qui sont assez en publicité pour le moment, comme chaque année. Détoxifiez-vous, régénérez-vous, etc. Alors c'est des choses qui sont en général positives. Le tout, c'est de ne pas le faire trop longtemps, parce qu'on finit par pour s'affaiblir, par réduire nos capacités digestives. Donc voilà, ce genre d'approche doit être limité. Par exemple, 2 fois par an, vous pouvez faire une cure détox en arrêtant divers aliments, en vous concentrant sur certains aliments, etc. Ou une forme de jeûne hydrique, ce genre de choses. Mais ici, on ne parle pas de jeûne, on parle vraiment de cure. Cure détox, voilà. Donc c'est quelque chose de positif, mais encore une fois, il ne faut pas en abuser parce que si vous restez trop longtemps sans manger certains types d'aliments, ben vos enzymes disparaissent et vous n'êtes plus apte à digérer ces aliments-là. Et plus le temps passe, plus vous allez limiter vos aliments et au final, vous ne saurez plus rien digérer. Donc c'est quelque chose d'assez violent, mais beaucoup de personnes ont tendance à tomber dans ce piège de vouloir se priver un maximum tout le temps et au final ne sont pas bien sur le long terme. Alors on a tendance aussi à donner des solutions pour tout le monde au niveau de la nutrition. Alors certes, il y a des conseils compatibles à peu près pour tout le monde, mais voilà, c'est toujours à adapter selon les cas, selon les ressentis. C'est les ressentis de la personne qui sont la vérité absolue. N'importe quel conseiller en nutrition, etc., personne ne sait à votre place ce que vous ressentez, ce qui vous fait du bien ou non. Vous êtes la seule personne à pouvoir le savoir, c'est vous-même. Donc c'est très intéressant de prendre des conseils, de vous renseigner, de vous documenter, d'expérimenter, mais c'est vraiment votre ressenti intérieur qui va vous dire ce qui vous convient ou pas, et du coup vous pouvez adapter en fonction de ça. Alors ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'attention, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a été en tout cas pour moi très bénéfique. Alors on dit aussi que l'alimentation fait tout. On a tendance à le croire que l'alimentation a un énorme pouvoir. Certes, c'est le cas. L'alimentation, pour moi, c'est un peu le gros pilier à adapter. Et c'est vraiment à partir de là que vous pouvez démarrer sur d'autres choses dans votre vie. Moi, tant que l'alimentation n'était pas claire pour moi, je n'avais pas trouvé ce qui me convenait, j'y pensais tout le temps et voilà, ça m'occupait fortement au niveau mental. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est devenu une passion, certes, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment vous prendre du temps et de l'énergie parce que vous ne savez pas, vous tournez en rond, vous essayez des choses, mais vous ne savez pas si vous êtes dans le bon ou pas. Mais voilà, l'alimentation, c'est un grand travail à effectuer. Ce qui compte, c'est de le faire durablement. Ce n'est pas une course à prendre, il ne faut pas se dépêcher de faire les choses, il faut prendre le temps, il faut changer ses habitudes progressivement pour que votre corps ait le temps de s'habituer. Mais voilà, effectivement, l'alimentation ne fait pas tout. Il y a également le côté développement personnel, psychologique.
Il y a le côté oxygénation, repos, c'est très important. Et on a aussi le côté complémentation. Ça, je vous en reparlerai en détail quand je vous parlerai de ma formation en nutrithérapie. Mais effectivement, la complémentation peut s'avérer nécessaire. D'ailleurs, c'est le cas de plus en plus maintenant, parce que les aliments que l'on consomme, même s'ils sont bio, même si ils perdent en termes de minéraux, parce que les sols sont complètement vidés de minéraux, il y en a de moins en moins, la variété est de moins en moins là. Ce sont des cultures qui font toujours la même chose, et du coup, les aliments ont de moins en moins de goût et sont de moins en moins riches. Et du coup, on est obligé de se complémenter pour pas mal de choses. Parce que après, s'il y a moyen de se passer de compléments, c'est qu'on a vraiment beaucoup de temps à consacrer dans son alimentation. On peut trouver des alternatives avec les graines germées, etc. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va être fort utilisé. Alors, on a aussi les dissociations alimentaires. Donc, il y a des mouvances aussi qui vantent un peu les mérites de dissocier ces aliments. Donc, par exemple, de séparer les glucides des protéines lors de tous les repas. Alors, ça peut donner des effets positifs dans un premier temps, mais sur le long terme, c'est perturbant au niveau digestif. Et ça peut aussi dénutrir la personne parce que les assimilations ne se font pas complètement de la même façon. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire ponctuellement, mais de nouveau, pas toujours. Alors on parle aussi du crudivorisme, c'est quelque chose qui a été assez fort à la mode, surtout il y a quelques années. Oui, il peut y avoir des bénéfices à manger 100% cru. Maintenant, il faut vraiment avoir un terrain adapté à ça. C'est rarement le cas en fait. Par exemple, vous avez Irène Grosjean qui mange que du cru. Alors c'est que ça lui convient, c'est qu'elle a un profil pour ça, mais c'est vraiment pas adapté pour tout le monde. J'ai essayé et personnellement, ça m'a affaibli fortement en quelques semaines. Je n'avais plus d'énergie, j'avais une tension artérielle très basse, je voyais tout le temps les étoiles quand je me relevais. J'avais plus d'énergie pour faire du sport, j'étais vraiment... voilà. Après, bien sûr, je mangeais certainement pas assez de gras, certainement pas assez de protéines non plus. Je mangeais beaucoup de légumes crus et forcément, ça crée un déséquilibre et c'était quelque chose, voilà. Mais je m'en étais assez vite rendu compte. Heureusement, je n'étais pas dans du 100%, mais voilà, je ressentais déjà ces effets un peu négatifs pour moi. Encore une fois, ça me concerne moi, c'est personnel. C'est pas forcément le cas chez tout le monde. Mais voilà, je pense que le bon compromis, c'est de consommer régulièrement des crudités, que ce soit des fruits ou des légumes crus, ceux qu'on digère bien. Et si c'est le cas, après, voilà, vous pouvez compléter vos plats avec des cuissons douces, vapeur douce, wok, ce genre de choses. Éviter enfin, ça, j'en reparlerai plus tard pour les côtés pratiques. Alors, au niveau du jeûne, effectivement, je ne vais pas m'étendre aussi pour l'instant là-dessus. Il y a déjà suffisamment de documentation, mais je partagerai tout de même des bonnes références. Ici, simplement, voilà, le jeûne est très efficace pour mettre l'ensemble du corps au repos. Effectivement, quand vous ne mangez pas, parfois vous ne buvez pas, votre corps est complètement à 100% disponible pour se nettoyer, se détoxifier, se régénérer. Ça, c'est un fait. Parce que dès que l'on consomme quelque chose, toute l'énergie va dans la digestion, dans l'assimilation, et pendant ce temps-là, le corps ne se nettoie pas, n'évacue pas ce qu'il doit évacuer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on doit éviter de manger toutes les 2 heures, par exemple. Il faut vraiment laisser un temps de repos entre chaque repas d'au moins 4 heures, c'est vraiment important. Même si c'est quelque chose de petit, mais voilà, c'est le genre de choses qui vous fatigue à la longue. Surtout si vous consommez des sucreries, là vous êtes parti pour avoir des coups de pompe toutes les 2 heures. Donc, mais ça aussi, j'y reviendrai. Pour résumer, au final, ici, c'est que il y a beaucoup d'approches en nutrition. Il y a le véganisme, le végétarisme, le régime crétois, le régime sénégalais, paléo, cétogène, etc. Il n'y a pas vraiment une approche idéale pour tout le monde au même moment. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Chacun va trouver des bénéfices dans une approche qui lui conviendra personnellement. Et donc, voilà, le but ici, au niveau de ma formation et de ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner les bonnes bases pour déjà
rétablir vos habitudes alimentaires en fonction de vos menus que vous m'aurez transmis. Moi, je vais vous aider à rééquilibrer un peu tout ça. Et alors, on peut, via des questionnaires, vous faire un profilage alimentaire, profilage qui va vous permettre de savoir un petit peu quel régime vous convient le mieux. C'est pas vraiment un régime, c'est loin d'être le cas, mais je veux dire le mode alimentaire qui vous conviendra le mieux. Les quantités de gras, de protéines, les sources, les modes de cuisson, tout ça peut vous être donné de manière un peu plus individuelle suite à ces analyses. Maintenant, les bases un peu plus communes pour tout le monde, c'est évidemment de consommer des légumes frais, qu'ils soient crus ou cuits à la vapeur douce, en potage, en jus, en salade. Beaucoup de légumes à feuilles vertes, c'est très important pour la chlorophylle. Alors, n'hésitez pas à varier de jour en jour ces apports, de colorer vos assiettes, de mettre du rouge, de l'orange, du vert. Bref, plus il y a de la variété, mieux c'est, mais ne complexifiez pas non plus de trop vos assiettes. Ne mettez pas 10 aliments différents dans vos assiettes parce que ça va demander chaque fois des enzymes digestives différentes, un travail digestif différent et ça va vous fatiguer aussi beaucoup. Donc voilà, faites des repas simples avec, voilà, variés, mais ne mélangez pas trop les choses. Et voilà. En même temps, quand on fait simple, c'est vite prêt aussi et c'est plus digeste et c'est beaucoup mieux. Vous pouvez aussi évidemment ingérer au quotidien des oléagineux, c'est évident. Donc des noix, des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Évidemment de nature, pas salé, pas sucré. L'idéal au fait, c'est de les faire tremper une nuit. Parce que là, ils vont, comme les légumineuses ou les céréales, ils vont enlever leur protection. Du coup, vous n'aurez plus les antinutriments présents dans la graine. Et ça sera beaucoup plus digeste et vous allez assimiler beaucoup mieux les micronutriments qui s'y trouvent. C'est très important, vous sentirez tout de suite la différence au niveau de la digestion, c'est beaucoup plus léger. Maintenant, par exemple, les noix de cajou, il n'y a pas besoin d'être trempé une nuit entière, 1 heure ou deux, c'est déjà suffisant. Mais pour les autres, en général, c'est environ 8 heures. Mais ça, je vous laisse faire vos recherches sur Internet, c'est assez connu aujourd'hui. Mais voilà, effectivement, les légumineuses, très très conseillé de les tremper environ 8 heures et après de les cuire avec un peu de bicarbonate par exemple. Il y a plusieurs astuces ou de l'algue pour vraiment les rendre très digestes. Donc, aussi à conseiller, ce sont les céréales de préférence complètes ou semi-complètes. Encore une fois, il faut varier ses sources. Ne restez pas sur du riz ou des pâtes pendant une semaine. Il faut alterner entre le riz, le quinoa, éventuellement pommes de terre, même si ce n'est pas une source très intéressante au final. Les différents flocons d'avoine, etc. Si vous consommez du pain, essayez d'en consommer, de ne pas en consommer trop, et choisissez du pain vraiment à l'ancienne, du vrai pain, si possible le vin, parce que dans les boulangeries aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de pains qui sont tout préfaits et qui contiennent beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires, mais voilà, c'est la rentabilité avant tout, et voilà, il faut vraiment reprendre le contrôle sur ce que l'on consomme, sinon ça va poser problème. Et donc, des graisses originelles, évidemment, c'est très important aussi. Ça, vous l'avez compris. On peut vraiment y aller jusque de 3 à 6 cuillères à soupe de graisse, par exemple, par jour. N'hésitez pas. Après, en fonction de votre profil individuel, la quantité va varier. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de 6 cuillères à soupe de graisse, d'autres qui en ont besoin de plus. Ça dépend. Alors, en général, on va aussi demander de réduire un petit peu les protéines animales, parce qu'en général, les personnes en consomment souvent de trop, surtout lorsque l'on est sédentaire, qu'on ne bouge pas de la journée, on n'a pas besoin de consommer de la viande et des œufs tous les jours, à tous les repas. Mais voilà, encore une fois, ici, mon approche, ça ne va pas forcément être d'éliminer les choses à 100%, mais ça va plutôt être dans l'équilibre, dans le ressenti. Voilà, il n'y a pas de privation excessive à ce niveau-là. Je préfère que vous fassiez attention la semaine et que le week-end vous faites plaisir avec une protéine animale de qualité,
plutôt que de vous priver pendant 3 semaines et puis après vous allez craquer et vous allez en consommer de trop d'un coup et ça va pas être bénéfique du tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important aussi. Si possible, choisissez des produits frais, qu'ils soient locaux dans votre potager, dans le potager d'un maraîcher, dans votre région. Il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Qu'ils soient bio ou non, mais en tous les cas, évitez qu'ils soient traités. Parce que tout le monde n'a pas la mention bio, parce qu'il faut payer pour l'obtenir. Mais c'est pas pour ça que les aliments sont d'office pollués aux pesticides, etc. Alors pour les produits animaux, ce qui est important aussi, c'est de choisir des animaux qui sont élevés de manière correcte, en pâturage, nourris à l'herbe, et pas au maïs OGM, etc. C'est toutes des choses qu'il faut analyser petit à petit. Moi, je vous dis, quand j'ai modifié mes habitudes alimentaires, j'ai vraiment commencé petit à petit, j'ai fait une chose à la fois, et quand c'était acquis, je passais à l'objectif suivant. J'ai pas tout changé d'un coup du jour au lendemain, c'est pas gérable et on se décourage tout de suite, et ça ne nous mène pas bien loin. Ce qui est important aussi, c'est de se mettre une limite au niveau des desserts, c'est-à-dire les sucreries. Les fruits en font partie. Donc les fruits, le pain, les desserts. Voilà, essayez de se limiter aussi à ce niveau-là et de ne pas les consommer à certains moments de la journée, plutôt à d'autres. Ça, je rentrerai en détail plus tard. Et donc effectivement, de favoriser les cuissons douces. Voilà, voilà. C'est principalement tout ça que je voulais vous dire. Je pense que je me suis bien étendu ici. Voilà, maintenant je reviendrai vers vous pour la suite des explications. Ici, je voulais simplement vous montrer un petit peu l'approche de la vision de cette formation Tati Lowers. Donc c'est quelque chose qui est très parlant. Si vous voulez aller plus loin, il y a pas mal de livres intéressants sur divers sujets avec d'énormes recettes. C'est très intéressant. Et en fait, son approche, c'est un peu un retour aux sources. C'est un petit peu reconsommer de tout mais de qualité et pas dans des excès. Maintenant, le côté profilage est très intéressant pour vraiment un peu s'y retrouver. Et en général, ce qu'on remarque, c'est que les personnes sont attirées vers ce qu'elles ne devraient pas consommer en excès. Donc, c'est souvent le cas. C'est un peu contradictoire, mais voilà, c'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi pour retrouver l'équilibre alimentaire de manière durable et d'y aller petit à petit. Personnellement, c'est ce qui m'a permis de changer complètement ma façon de vivre en fait. J'ai commencé par l'alimentation, puis je me suis intéressé au développement personnel, puis j'ai commencé à vouloir créer une activité complémentaire, puis voilà, j'ai envie de partager les choses que j'ai apprises parce que j'ai remarqué tous les bienfaits que ça m'a fait. Et voilà, j'ai envie de vous les partager de manière simple, authentique, compréhensible. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ça. C'est tout nouveau pour moi, mais voilà, j'ai quelque chose en moi qui me pousse à le faire, donc je vais le faire. Je vais essayer de ne pas écouter ce mental qui a tendance à me bloquer. Mais voilà. En général, quand j'en parle autour de moi maintenant, les gens sont beaucoup plus enthousiastes, alors qu'avant c'était beaucoup des découragements et des incompréhensions. Et mais voilà, je me suis renforcé à ce niveau-là et au final maintenant je fais ce qui me motive le plus. Et voilà, si je peux donner des conseils à quelqu'un et que ça marche, que cette personne se sente mieux et qu'elle ait envie de changer des choses dans sa vie pour continuer à aller mieux, pour moi c'est gagné, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, au moins je me sens vraiment utile et pouvoir partager ces connaissances qui pour moi doivent être connues de tous. Et voilà, je sais que tout le monde n'a pas le temps de se pencher sur ces sujets qui sont assez complexes parfois, mais on les rend complexes. La société les rend complexes et compliquées, et du coup, voilà, on se décourage à changer les choses de manière générale. Maintenant, voilà, il y a quand même des mouvements où les gens se posent des questions, essayent de changer les choses, mais il y a encore du travail, parce que c'est pas parce qu'on va consommer bio que tout va bien. Il y a beaucoup d'erreurs aussi de ce côté-là. Tout n'est pas bon dans le bio. Euh, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, des petites choses comme choisir les bonnes huiles, comme choisir les bonnes épices, etc., etc. Donc après avoir rétabli un peu les choses au niveau des menus, on va alors se pencher sur le profilage si c'est nécessaire, si la personne est en demande.
Donc qu'est-ce que c'est le profilage? Simplement, j'en ai déjà un peu parlé, c'est déjà pour cadrer un peu les choses, pour trouver un peu ce qui vous convient, peu importe les mouvances du moment, les modes, les régimes qui existent, ça va vraiment vous ramener à ce que votre corps a réellement besoin, tout simplement. Et pour déterminer tout ça, on va utiliser différents questionnaires qui vont être analysés. Et suite à ça, je vais pouvoir vous donner de la documentation, des conseils pratiques, des recettes pour avoir des idées, pour ne pas démarrer de zéro. Et voilà, comme ça, vous allez retrouver en fait des aliments qui vous font du bien et vous allez vous dire, en fait, oui, c'est ça qui me fait du bien, je me les suis interdit parce que je croyais que c'était mauvais et en fait, mon corps en a besoin. Donc on a des croyances, c'est normal, beaucoup de théories circulent, mais notre corps, lui, il a des besoins bien spécifiques et ça, c'est assez individuel au final. Donc il y a le métabolisme profond, c'est-à-dire ce qu'on a depuis la naissance. Donc voilà, c'est des choses qui sont comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc il y a des besoins qui sont là depuis la naissance et peu importe ce qui se passe, les besoins sont là et voilà, on doit les combler. Peu importe, notre mental nous dit peut-être qu'on devrait éviter ces aliments-là, alors que notre corps les réclame. Du coup, voilà, ça permet vraiment de rétablir un peu les choses. Et puis alors, on a aussi les faiblesses du moment. En dehors de ça, on a des symptômes au moment présent, et par rapport à ces symptômes, on va agir de manière plus ou moins différente. On va équilibrer les choses, et pourquoi pas éventuellement proposer une cure adaptée en fonction de vos symptômes sur un moment présent. Encore une fois, tout dépend du résultat du profilage à ce moment-là. Mais voilà, on va utiliser principalement 4 outils pour analyser votre profil. On va utiliser le groupe sanguin, on va utiliser la diathèse de Ménétrier, on va utiliser le profil ayurvédique et le métabolisme typing. Donc ce sont 4 questionnaires qui vous seraient envoyés, qui seraient à remplir. Maintenant, voilà, parfois, ça peut faire beaucoup de feuilles et tout le monde n'a pas envie de remplir tout ça. Ce que je peux comprendre, dans ce cas-là, on fera une petite sélection pour vraiment essayer d'avoir les bonnes informations malgré tout. Mais voilà, ce sont vraiment les 4 grandes approches pour vraiment cerner votre profil alimentaire. Et à partir de là, on peut vraiment savoir voilà ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et alors, vous pouvez essayer petit à petit de modifier vos habitudes pour aller vers ça. Et alors, vos ressentis seront là pour ajuster éventuellement les derniers petits détails. Et donc, tout ça va être fait voilà, en fonction de votre état actuel, en fait. Donc, s'il n'y a pas de symptômes vraiment particuliers, que globalement tout va bien, voilà, on va juste adapter votre alimentation en fonction de ça. Maintenant, si vous avez des gros symptômes, des gros déséquilibres, on va analyser ça via un questionnaire bien précis. C'est un questionnaire qui a été créé par Julia Ross, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, on va analyser les différentes catégories pour voir s'il y a des carences, s'il y a eu des déséquilibres suite à des régimes, voir si la glycémie est instable, voir s'il y a un souci au niveau de la thyroïde, au niveau des allergies, des intolérances, au niveau des hormones féminines, au niveau des dysbioses intestinales et éventuellement au niveau des carences en acides gras. Donc tout ça, ne vous tracassez pas, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais voilà, ce sera expliqué en détail et c'est vraiment en fonction de ce questionnaire-là qu'on va voir s'il y a un déséquilibre au moment présent, en fonction de vos symptômes présents. Pas en dehors de la naissance, etc. Mais vraiment au moment présent pour adapter alors d'abord, s'il y a vraiment un grand déséquilibre, on va d'abord tabler là-dessus avant de prendre le temps d'adapter les menus par exemple. S'il y a une petite urgence au niveau d'un gros déséquilibre, on va essayer de rétablir ça avant d'aller équilibrer le reste durablement parce que voilà, ça peut prendre plus de temps, mais des fois c'est plus intéressant de gagner du temps. Et pour faire ça, il y a des cures qui sont disponibles aussi, que j'ai appris durant cette formation. C'est des cures qui ont fait leurs preuves également, et ça, je vais rentrer en détail dans la prochaine partie du podcast. Ça va vraiment vous éclairer là-dessus. C'est des cures qu'on peut faire aussi spontanément, comme ça, sans raison particulière, par besoin, par envie.
pour tester, pourquoi pas. Ce ne sont pas vraiment, faut pas voir ça comme des régimes, ce n'est pas vraiment restrictif. C'est juste une façon différente de s'alimenter. On met des priorités sur certaines choses pendant maximum 2 semaines. Et voilà, c'est vraiment très facile à tenir. Et surtout au niveau social, voilà, on peut faire ces cures tout en allant travailler, tout en étant en communauté. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça reste quand même assez accessible. Mais voilà, pendant ces cures, vous allez recevoir d'office un petit livret qui vous expliquera comment faire, quel aliment acheter, quelle recette effectuer, pour vraiment vous accompagner de A à Z. Et évidemment, je serai toujours disponible pour les conseils. Donc voilà, je vous explique les différentes cures dans la prochaine partie. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Donc les cures ne sont pas vraiment conseillées dans un premier temps pour les personnes victimes de boulimie, d'anorexie, de fatigue chronique ou encore pour les sorties de régime. Donc les cures ici sont en général proposées pour maximum 15 jours. Après, ça peut être adapté selon les cas. Et alors, vous avez toujours, pour vous accompagner, un petit livret qui vous met des recettes, des recettes que vous pouvez utiliser, éventuellement adapter. Ça, c'est à discuter lors des consultations. Donc, vous avez vraiment la liste des explications et vraiment tout est indiqué pour vous accompagner. Et en général, il y a aussi la liste pour faire les courses, donc vraiment pour bien se préparer à cette cure. Donc, ce sont en général des cures assez accessibles, même pour manger à l'extérieur. Ce n'est pas des choses impossibles à réaliser, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et certaines cures sont même conseillées d'être faites plusieurs fois par année. Ça fait toujours du bien de faire un break dans ses habitudes alimentaires. On a tendance à trouver nos habitudes et à rester dans cette zone de confort, alors qu'en fait, parfois, on devrait vraiment faire les choses un peu différemment. Ça permet de faire du bien. On va voir ça. Alors, ici, la cure anti-fatigue. Donc, c'est une cure qui va ici rétablir le terrain suite à des excès. Donc par exemple, la personne qui se fait vraiment plaisir tout le temps, qui mange beaucoup, qui mange pas forcément des bonnes choses. Voilà, c'est une cure ici qui est assez bien présentée pour ça. Donc ça rétablit vraiment le terrain suite aux excès. Ça permet d'alléger les choses, de rééquilibrer les choses. Ça remet en route les fonctions physiologiques aussi, au niveau de l'élimination, etc. Ça aide au drainage et ça fait le plein de micronutriments. Donc ça permet de nourrir le corps, de le drainer en parallèle, et éventuellement d'identifier certaines hypersensibilités. Donc voilà, globalement pour cette cure-là, je ne vais pas rentrer dans les gros détails, ça c'est à voir au niveau des consultations. Il faut aussi savoir qu'au niveau des cures, on a deux approches générales. Donc il y a deux cures pour le drainage, dont celle que je viens de vous présenter, la cure anti-fatigue. Il y a aussi la détox flash qui, elle, se fait en 5 jours. Je vais en reparler plus tard. Et alors, on a des autres cures qui sont plus pour le ressourcement, c'est-à-dire renourrir le corps et rétablir un peu les choses. Voilà. Et voilà, je vais vous citer toutes ces cures ici. Donc, deuxième cure présentée, c'est la cure paléo, qui est appelée ici retour au calme. Alors pour chacune de ces cures, vous trouvez les livres aussi de Tati Lowers avec toutes les explications et les recettes. Donc c'est vraiment accessible. Alors la cure retour au calme ici se fait également sur 15 jours avec des menus types. Vous avez aussi une possibilité d'avoir une entrée en cure et vous avez des informations pour l'après-cure. Donc c'est juste pour adoucir le changement avant de se lancer dans la cure. Certaines personnes ont besoin de se préparer sur quelques jours progressivement. Voilà, tout le monde n'a pas les capacités de sauter sur un mode alimentaire un peu différent du jour au lendemain. Ça dépend vraiment des profils. Le but de cette cure retour au calme paléo, c'est principalement de calmer les inflammations chroniques, donc pour les personnes qui ont souvent des bobos, des blessures qui traînent et qui ont du mal à guérir. Ça permet aussi de rétablir la fonction vitale au niveau hormonal, au niveau du système nerveux et au niveau digestif.
Donc s'il y a des faiblesses dans ces côtés-là, ça peut aussi aider. Euh, c'est pour les personnes qui sont un petit peu fatiguées, qui sont un peu en manque de performance, que ce soit mentale, physique à mon avis. Euh, pour les personnes qui ont souvent des petites infections, des rhumes, des petites maladies auto-immunes, de l'épuisement chronique qui revient fréquemment. Euh, pour les dysbioses, pour les glycémies instables, pour les thyroïdes fragiles. Bref, c'est une cure qui permet vraiment un entretien général, on va dire. Ça permet vraiment de rétablir un peu les choses de manière globale. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait pratiquer au moins une fois pour essayer. C'est vraiment accessible. Et donc ici, c'est principalement, ben voilà, le paléo est assez connu aujourd'hui. Vous savez que c'est principalement, on augmente les protéines, les sources de gras, et on diminue les glucides, et principalement le gluten et les produits laitiers. Donc forcément, quand on diminue ces deux sources qui font beaucoup de tort aujourd'hui, eh bien ça va beaucoup mieux. Après, c'est souvent aussi parce que on a tendance à consommer des produits de mauvaise qualité. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est aussi une grande source de problème. Ça peut être dû aux mauvais produits qui contiennent du gluten ou des produits laitiers, mais aussi à tous les autres produits que vous pouvez consommer qui contiennent des additifs, des conservateurs, des émulsifiants et compagnie. Tous ces petits ajouts perturbent vraiment notre système et du coup, c'est un peu le chaos à l'intérieur de nous et on ne sait plus trop retrouver cet équilibre. Donc voilà, de temps en temps, se lancer dans une petite cure de 15 jours, ça passe très vite, c'est très accessible. On est vraiment bien accompagné avec la documentation et les explications. Et voilà, ça permet de rétablir un peu les choses. Et quand vous sortez de la cure, vous allez trouver une espèce d'équilibre. Et c'est beaucoup plus facile pour adapter aussi vos habitudes qui reviennent après la cure. Maintenant, ce genre de cure peut être étendu sur le long terme, à condition d'adoucir un peu les angles, d'adapter selon votre profil aussi. Il n'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'être à 100% carré dans ce paléo. On peut s'autoriser des petits écarts par-ci, par-là. Donc ça aussi, c'est à voir durant les consultations. Donc, la cure suivante, c'est décrocher des sucres. Donc ça, c'est une cure assez intéressante aussi. Je pense que beaucoup de personnes seraient gagnants en faisant cette cure. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont du mal à arrêter les petites collations sucrées, les grignotages entre les repas, qui ont besoin de cet apport de sucre rapide pour leur donner de l'énergie, pour leur donner le coup de fouet pour démarrer la journée. Et le souci avec ça, c'est qu'une fois que vous commencez dès le réveil avec un apport sucré, même si c'est un sucre dans un café, ça c'est la totale, mais vous pouvez, par exemple, une tartine de confiture, c'est que du sucre au final. Donc voilà, il y a plein de petites habitudes qui sont ancrées comme ça, et on ne se rend pas compte, mais en fait c'est ça qui va faire que toute votre journée va se dérouler avec des envies sucrées et des coups de pompe. Environ toutes les heures et demie, 2 heures. Voilà, c'est une cure qui est vraiment bien faite pour ça, pour rétablir les choses. Donc le but, c'est vraiment de calmer l'attirance vers le sucré et les farineux, parce que tout ce qui contient de la farine, bah, c'est du sucre rapide aussi. Ça dépend des farines, mais voilà, l'indice glycémique joue là-dessus. Donc ça permet un peu de rétablir les choses au niveau de la glycémie et d'être proactif sur le diabète, car évidemment, tout ça peut mener au diabète de type 1 dans un premier temps, avec le temps. Parce que plus vous allez consommer des aliments trop riches en sucre, plus votre pancréas va devoir sécréter de l'insuline pour gérer ce trop de sucre dans le sang, car le sang doit maintenir un équilibre très fixe. Euh, et à un moment donné, le pancréas, il aura fait tout ce qu'il pouvait et l'insuline, il ne pourra plus en produire. C'est quelque chose qui est assez limité en termes de quantité dans le temps. Et c'est là que le diabète peut démarrer parce qu'on doit alors s'injecter de l'insuline pour combler cet excès de sucre. Et donc on ne peut plus manger d'aliments sucrés sauf si on si on s'ingère de l'insuline. C'est un peu dommage d'en arriver là. Donc voilà, autant être proactif sur sa santé lorsqu'on se pose la question, qu'on se penche sur le sujet. On peut prendre les actions nécessaires. C'est vraiment pas compliqué quand on est accompagné, quand on reçoit les bons conseils.
et ça peut vraiment éviter des soucis futurs. Pour moi, c'est essentiel de prendre le temps un jour de se poser sur le sujet et voilà, d'équilibrer les choses. Certes, ça demande du temps et un peu d'argent, mais au moins sur le temps et sur votre futur, vous serez gagnant. Donc c'est pour qui? C'est pour la plupart des personnes, je pense, aujourd'hui. Parce que forcément, le stress peut éveiller cette addiction au sucre, bien entendu. Et vu qu'on vit dans une société assez stressée, assez sollicitée, voilà, ça joue beaucoup aussi, évidemment. Donc, le but, effectivement, ça va être de diminuer l'apport en glucides, d'augmenter les graisses, et du coup, vous aurez beaucoup moins de fringales. Si vous avez des repas complets, vous n'aurez pas envie de manger entre les repas, vous aurez toute l'énergie nécessaire pour la journée. Si vous consommez des sucres lents, comme des légumineuses par exemple, ça va être, comme il y a beaucoup de fibres, ça va se digérer plus lentement au niveau des sucres, et donc vous aurez un effet durable et non pas rapide et perturbant pour l'organisme. Et donc l'hypoglycémie, voilà, c'est aussi quelque chose qui est lié évidemment. Donc ça, c'est quand il y a trop de sucre rapide dans le sang. L'insuline, voilà, ça j'en ai déjà parlé effectivement. L'insuline va faire diminuer le taux. Puis on a un gros manque de sucre d'un coup parce que l'insuline a fait évacuer l'excès de sucre dans le sang. Donc du coup, vous êtes vraiment en manque de sucre parce qu'il en faut un minimum, surtout pour le cerveau. Du coup, face à ce gros manque, vous avez un coup de pompe et face à ce coup de pompe, vous allez vous nourrir d'aliments sucrés. C'est votre cerveau qui le commande, c'est comme ça. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Si vous commencez la journée comme ça, c'est parti pour toute la journée. Et forcément, je peux comprendre dans ces conditions qu'on n'a pas l'énergie pour aller au sport, pour faire des choses physiques. On n'a pas envie, on a la flemme, Après, il y en a voilà, qui se shootent, si je peux dire, aux aliments sucrés avant d'aller au sport et tout ça. Mais sur le long terme, c'est quand même pas une solution. Même si le sport est vraiment bénéfique pour ça va de pair pour moi avec cette cure. C'est que pendant le sport, ben, vous brûlez le sucre circulant et donc vous évitez pas mal de soucis. Mais voilà, c'est pas une raison pour manger mal à côté. C'est tout un équilibre à avoir. Maintenant, il peut y avoir diverses causes par rapport à ces envies sucrées. Ça peut être héréditaire, ça peut venir euh, en fait quand vous étiez dans le ventre de votre mère in utero, si votre mère avait créé des pics de glycémie, ça peut déjà venir de là. Ça peut venir effectivement de toutes sources de stress, ça peut venir des maladies du foie, des divers excès comme l'alcool, le tabac, le café, les médicaments. Et voilà, si vous prenez des médicaments, ben, c'est pareil, toutes ces choses déséquilibrent notre système aussi. Ça permet aussi toute perturbation hormonale peut générer ces addictions. Les perturbations hormonales, ça fond via les additifs, les pollutions environnementales, les perturbateurs endocriniens, les produits cosmétiques. Ça peut aussi être dû à des régimes, forcément, avec une grosse privation, après le corps il réclame. C'est pour ça que les régimes sont vraiment souvent, quasiment tout le temps, voués à l'échec. C'est rarement bénéfique sur le long terme. Le manque de sport, évidemment, peut générer voilà, ces envies sucrées. Et de manière générale, les mauvaises habitudes alimentaires, les burn-out, les dysbioses intestinales. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui peut créer ça aussi. Évidemment, il faut analyser la chose. Mais voilà, déjà le fait de faire cette cure, je pense que ça permet vraiment d'équilibrer les choses. Et après, vous allez vraiment détecter ce qui pose encore problème sur le mode de vie peut-être. Et alors, il s'agira d'agir là-dessus. Autre cure disponible, Nouvelle Flore, donc c'est pour les dysbioses intestinales. Cette cure ici permet de rétablir la paroi intestinale et de rééquilibrer la flore. Cela permet effectivement de diminuer les intolérances, voire les allergies. Ça peut être pratiqué plusieurs fois par an, évidemment. Donc la dysbiose, c'est quand il y a plus de pathogènes que de bonnes bactéries qui sont souvent liées à l'intestin qui est perméable.
Du coup, quand vous avez un intestin perméable, ça peut être dû à une mauvaise alimentation, à un excès de gluten, toute une série de choses, de stress aussi. Euh, Dans ce cas-là, les aliments sont mal digérés et ils passent directement dans le sang. Du coup, ils sont reconnus comme étrangers. Du coup, vous êtes intolérant à ce type d'aliments. C'est comme ça que ça fonctionne, avec l'accumulation, avec le temps, évidemment, pas du jour au lendemain, mais c'est comme ça que le système fonctionne, parce qu'on n'est pas censé avoir des molécules mal digérées dans le sang, et ça crée pas mal de soucis. C'est une réaction en chaîne, encore une fois. Du coup, on a aussi une mauvaise assimilation au niveau des aliments. On peut manger aussi sainement qu'on veut, si notre intestin est une passoire, on ne va pas assimiler grand-chose. Et donc, on peut être carencé aussi dans ces conditions-là. La dysbiose, aujourd'hui, je pense, concerne beaucoup de monde aussi. On n'en est pas toujours conscient parce qu'il n'y a pas vraiment de douleur dans un premier temps, mais voilà, c'est quand même quelque chose à surveiller. Et via les quelques symptômes des questionnaires, ici, on peut éventuellement le détecter. Et donc, quand vous avez des aliments mal digérés qui se promènent dans le sang va passer par le foie. C'est le rôle du foie, c'est de détoxifier le sang. Mais voilà, ça va demander plus de travail à ce niveau-là à cause de ça. Et donc, c'est pas l'idéal parce que le foie a déjà beaucoup de choses à faire pour nous permettre d'être en bonne santé. Et si en plus on en rajoute parce on crée une dysbiose, ben voilà, il ne sait pas s'occuper d'autre chose, il peut être surchargé et du coup créer d'autres soucis. Du coup, ce genre de choses fait aussi baisser l'immunité. Donc vous allez probablement être plus victime au niveau des infections. Du coup, vous allez plus souvent avoir des petites maladies, des petits bobos, des rhumes, ce genre de choses. Vous allez prendre des médicaments, ce qui va nourrir la mauvaise flore, ce qui va de nouveau créer un espèce de cercle vicieux. Donc, la source, c'est vraiment ça, c'est de se recharger en nutriments qui va nous permettre de guérir la muqueuse et de restaurer la flore par la suite. Donc ça, c'est le but de cette cure qui se fait également sur 15 jours. Voilà. Donc pour donner des exemples ici sur la flore, on peut avoir différentes pathogènes, excusez-moi. Par exemple, le Candida albicans. Donc lui, il peut créer des dégâts sur le foie, il peut créer la dégénérescence du pancréas. Alors je vous rappelle que sans pancréas, c'est le diabète. Il peut bloquer la production d'acide gastrique, donc c'est l'acide qui se lance dans l'estomac pendant la digestion, qui permet vraiment de faire un gros nettoyage au niveau du bol alimentaire avant de passer à la digestion. Donc c'est hyper important évidemment. Il peut modifier la structure des protéines et atteindre le cerveau et du coup générer de l'agressivité et des pertes de mémoire. Ça peut aussi jouer sur l'hypothyroïdie, etc. Donc le candida albicans est vraiment quelque chose d'assez néfaste. Mais bon, en général, c'est vrai qu'on parle souvent de celui-là, mais il est rarement seul en fait au niveau des pathogènes. C'est souvent plusieurs pathogènes qui font tout ça. Et donc voilà, c'est un peu le but de cette cure. Alors, cure suivante, on a l'épuisement chronique. Donc ici, c'est vraiment, on peut parler quasiment de burn-out. Ça dépend un petit peu, mais voilà, globalement, c'est vraiment les personnes qui sont épuisées à tous les niveaux. Un épuisement généralisé, que ce soit organique, psychique, que les réserves alimentaires, des nutriments, des enzymes, des hormones, que tout est au plus bas. Du coup, tout fonctionne au ralenti. Donc ça, c'est une cure qui peut durer plusieurs mois si besoin, parce qu'il peut y avoir, voilà, c'est multifactoriel en fait, hein, ce genre de choses. L'alimentation ne peut pas tout faire dans ce cas-ci. La première chose à faire en cas d'épuisement généralisé, c'est déjà de vérifier si ça ne vient pas d'une bande dévitalisée qui aurait pu s'infecter, voir s'il n'y a pas la maladie de Lyme, voir s'il n'y a pas de cancer ou de diabète. C'est la première chose à faire. Ensuite, ben voilà, il y a plusieurs approches pour rétablir un petit peu les choses au niveau de l'énergie. Voilà, c'est clair que si on en arrive là, c'est qu'il y a eu un excès, c'est qu'on a tiré trop sur la corde, qu'on ne s'est pas écouté. Et du coup, à un moment donné, l'organisme, voilà, il vous réclame du repos et du bien-être. Et donc, il ne faut pas lui en vouloir, c'est normal, on n'est pas fait pour cravacher non-stop. Notre organisme a besoin de bouger, mais aussi de se reposer.
Et donc on a plusieurs approches dans cette cure un peu particulière. On a le repos psychique, on a le repos organique. On va proposer divers soins comme l'eau d'argile, le bain-bouche, les bains dérivatifs, les lavements, le drainage lymphatique, le sauna, les respirations abdominales, les cohérences cardiaques, les exercices tibétains, le repos couché, parce que c'est vraiment à ce moment-là que le repos s'active. C'est quand vous êtes à l'horizontale et plus précisément quand vos surrénales, qui se trouvent dans le bas du dos, se retrouvent à l'horizontale. Que vous soyez sur le dos ou sur le côté, c'est vraiment à ce moment-là que ça se relâche et que vous commencez à récupérer un peu d'énergie. Vous pouvez essayer de passer un maximum de temps quand vous le pouvez à vous coucher, même 5-10 minutes par jour. Vous allez voir, ça va tout de suite vous ramener de l'énergie. Sans pour autant vous endormir, mais juste le fait d'être couché, ça fait déjà énormément de bien. Et voilà, je me rendais compte aussi moi-même que voilà, quand je le fais en lisant un livre, tout de suite, ça me fait beaucoup de bien. On a aussi le repos électromagnétique, parce que ça aussi, c'est une forme de fatigue, d'être constamment dans les ondes, collé au GSM, avec le Wi-Fi, etc. Donc on a tout un petit protocole prévu pour ça. Après, ça dépend aussi des produits que vous utilisez chez vous, pour le ménage, pour les cosmétiques. Il y a toute une série de choses qui peuvent s'ajouter. Donc, comme je vous dis, c'est multifactoriel. Il peut vraiment y avoir beaucoup de choses. Il faut tout vérifier en fait. La cuisine, la télévision, toutes les sources de pollution et d'attaque. Tout ça, ça génère du stress pour le corps et ça crée de la fatigue au final. Parce qu'il doit se défendre contre tout ça. Notre organisme doit être en équilibre. Et tout ce qu'on fait, en fait, perturbe cet équilibre. Donc, que ce soit aller dans le chaud, dans le froid, que ce soit être confronté aux ondes, que ce soit consommer des mauvais aliments. Le corps doit toujours faire ce qu'il faut pour rééquilibrer les choses. Mais voilà, ça demande de l'énergie, et si on n'en a pas, et si on en a de moins en moins, on en arrive là. Il y a aussi le repos digestif, évidemment. Et là aussi, on a tout un petit protocole prévu pour vraiment avoir une alimentation qui nous demande le moins d'énergie possible. Donc on va accentuer les choses sur la mastication, la chrononutrition, éviter de boire trop de liquide parce que ça fatigue aussi si on dépasse nos limites. Et alors on va simplifier les repas pour éviter une digestion complexe et longue. On va promouvoir les rotations entre les glucides et les protéines principalement. Donc pour ne pas manger plusieurs jours la même chose, pour ne pas saturer la route digestive d'un aliment, on va faire des rotations de jour en jour. Et donc tous ces éléments vont vraiment vous permettre de gagner de l'énergie et de vous sentir de mieux en mieux. Et on va vraiment tabler sur la qualité des aliments, sur le mode de cuisson, sur tout ça. Donc c'est quelque chose un peu particulier, mais d'assez efficace. Après, la durée de cette cure est très variable, cela dépend vraiment des cas. Alors la cure retour à soi, c'est en fait ici pour la perte de poids. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent perdre quelques kilos. C'est une cure qui peut durer en général maximum 2 mois. Ça dépend des cas, ça dépend de l'objectif. Mais voilà, ici le but de cette cure, c'est de relancer un petit peu la leptine. Si vous voulez, la leptine, c'est une hormone qui est responsable de la satiété. Donc, quand elle fonctionne bien, vous savez quand vous avez assez mangé. Mais voilà, chez les personnes, chez la majorité des personnes obèses en tout cas, il y a une résistance à cette hormone. Du coup, ils n'ont plus cette limite et du coup, voilà, ils mangent de trop. L'action de la leptine est bloquée. Le corps ne réagit pas à la présence de cette leptine et du coup tout est déréglé et les personnes ne savent pas résister à l'envie de manger. Du coup, voilà, c'est le but de cette cure, c'est de rétablir un peu ça. Donc il va y avoir un calcul qui va être fait sur les différents plats. Ça va être plus orienté cétogène, on va augmenter les gras, on va diminuer les apports de sucre aussi. Mais voilà, tout ça est fait sur un plan bien particulier. Et donc c'est principalement pour les personnes qui ont fait plusieurs régimes. Des fois on veut perdre du poids, mais
on a du mal à admettre que notre corps est comme ça et qu'il doit avoir ce poids-là. Voilà, on n'est pas tous censés avoir des tailles mannequins non plus, c'est pas forcément dans notre génétique, dans notre nature. De cette cure et en fonction du poids que vous avez toujours eu avant, un petit peu déséquilibré de ce côté-là, et donc ça permet de rétablir un peu les choses aussi. Donc il faut aussi accepter que notre corps est censé être bien avec ce poids-là. Mais encore une fois, le poids en question, il va être déterminé en fonction de... Et c'est aussi pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids. C'est aussi lié à la leptine qui, elle, par contre, s'active peut-être de trop et du coup, on ne mange pas assez. Cette cure peut aussi faire du bien aux personnes qui sont en voie de sortie d'un burn-out. Voilà, en cas de burn-out, il ne faut pas faire de cure parce que c'est vraiment pas la chose à faire dans ces conditions-là. Voilà, il y a d'autres aspects à travailler avant. Si la personne est vraiment de son énergie, on ne peut pas lui dire faites une cure restrictive. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas non plus faire cette cure en cas de troubles du comportement, boulimie, anorexie, hypothyroïdie, cancer, maladie rénale. Et donc, on a aussi la version qui s'appelle Stop and Go, qui permet en alternance des jours où on va manger plus gras et des jours plus maigres. Du coup, vous avez moins de calories un jour sur deux. De manière générale, ça permet d'avoir une perte de poids naturelle et assez durable, pour autant qu'après cette cure, vous ayez de bonnes habitudes alimentaires, évidemment. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est quand même beaucoup d'informations et ça doit être vu en consultation. Ce pas des choses que l'on donne comme ça à n'importe qui. Voilà, j'espère que toutes ces cures vous ont un peu parlé, que vous... Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.